Conakry, 1er août 2018, au sommaire de cette édition, un premier lot de 22 bus est mis en circulation à Conakry. L'action vise à soulager la population après le réajustement du prix du carburant à la pompe. D'autres mesures sont envisagées par le gouvernement guinéen. Le ministre de l'Élevage vient de lancer une opération d'insémination artificielle bovine à bouquet. Cette action s'inscrit dans le programme présidentiel qui vise à rendre plus performant le secteur de l'élevage. Au sommaire encore, près de 800 jeunes filles et femmes sont en formation au Centre d'autonomisation et de promotion des femmes. Elles apprennent les techniques de couture, de broderie et d'informatique. La formation a été lancée ce matin ici à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Lomé, la capitale togolaise, a abrité hier mardi la 53e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs dirigeants de la sous-région ont pris part aux travaux avec pour toile de fond la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était accompagné d'une forte délégation à cette assise. Voici le compte-rendu de Sanassi Keïta. La paix, la sécurité, le terrorisme et l'extrémisme violent étaient entre autres sujets au menu de cette 53e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue ici à Lomé, la capitale togolaise. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités de cet espace sous-régional ont rehaussé de leur présence ces assises de Lomé, à l'image du président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation. Une occasion pour le président en exercice de la CEDEAO de réitérer son engagement et de celui de ses pairs de cet espace commun à davantage lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les activités illicites transfrontalières comme le trafic des armes, d'êtres humains et le blanchiment d'argent. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, au cours de cette 53e session ordinaire, nous aurons à examiner, comme par le passé, plusieurs dossiers sur des sujets comme la situation dans notre sous-région et de notre organisation, la crise alimentaire dans certains pays, le commerce international, les réformes institutionnelles, la situation politique dans certains pays, autant de questions importantes pour la marche de notre communauté. Autre événement à l'ordre du jour de cette 53e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la prestation de serment du nouveau président de la Commission. Jean-Claude Cassibrou succède ainsi au Béninois Marcel de Souza pour un mandat de 4 ans. Après avoir juré de défendre scrupuleusement les intérêts de la CEDEAO selon les lois et règlements, l'Ivoirien a reçu les félicitations de tous ses chefs d'État et de gouvernement ici présents. Dans la même logique, les 5 nouveaux juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont aussi prêté serment pour rentrer officiellement en fonction. Le tout couronné par une photo de famille de ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et puis, aussitôt rentré à Conakry, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu sur le site de l'effondrement de l'immeuble R+7 au quartier Coranti. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a par ailleurs annoncé des mesures fermes pour éviter de tels drames. Écoutons le président de la République. La chose que nous allons faire maintenant, c'est qu'au niveau du ministère du urbanisme et du gouvernorat, avec le chef de quartier, systématiquement, toute personne qui veut construire une maison en état, il faut qu'il donne le plan et qu'on voit avec l'architecte et l'ingénieur. Parce que souvent, les gens construisent des maisons sans soubassement. Par exemple, si des maisons il n'y a pas de soubassement, on ne peut pas construire une maison état sans soubassement. Donc maintenant, il faut qu'on trouve toutes dispositions. C'est pourquoi nous avons prévu dans le plan de Conakry développement de faire déménager les gens de la maison sur la connaissance de construire afin de tout casser et reconstruire. Parce que les maisons là, c'est des maisons qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, ce n'est pas des maisons qui tiennent. C'est pourquoi quand Erdogan est venu, il a dit que Conakry, ce n'est pas une capitale. Donc on va voir maintenant systématiquement, on va arrêter toutes les maisons en construction, que le ministère du Urbanisme passe d'abord faire des sondages, etc. pour voir. Par exemple, on va commencer par ça pour voir est-ce que la maison peut supporter
Donc on va vérifier maintenant. Et maintenant, personne ne construira sans qu'on vérifie avec l'urbanisme et le gouverneur et le chef de quartier si les conditions sont remplies pour construire cette maison étage, s'il a pris toutes les dispositions. Ouais, sinon, 7 étages, construire 7 étages sans soubassement, voilà, maintenant on a 4 vies humaines perdues pour rien. Je suis venu présenter les condoléances aux familles, ensuite voir maintenant toutes les dispositions qu'on va prendre pour que telles choses ne se produisent plus. L'autre temps fort de cette édition, le comité de pilotage chargé de préparer le procès du 28 septembre 2009 a tenu sa première réunion ce mercredi à Conakry. Ce comité créé en avril dernier par arrêté ministériel est composé de 13 membres. Au cours de la rencontre, tous les sujets liés à l'organisation du jugement ont été abordés. Le budget pour la tenue du procès s'élève à plus de 78 milliards de francs guinéens. Les précisions dans ce reportage de Younoussa Ba. Le dossier du 28 septembre connaît une avancée. Le comité de pilotage en charge de préparer le procès tient sa première réunion. Les 13 membres issus de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des services de sécurité, des cadres du ministère de la Justice et le parquet général de Conakry abordent les différents aspects devant faciliter la tenue de ce jugement. D'abord, le choix des lieux. La décision n'a pas été arrêtée. Ce n'est pas d'une seule séance qu'on va arrêter la décision. Donc ça sera fait en septembre, pas maintenant. Donc on a discuté, est-ce que le procès va être fait à Conakry ou à l'intérieur du pays. Donc il y a eu plusieurs options. Si on choisit Conakry, où ça va se passer à Conakry. Sur la tenue de ce procès, la justice guinéenne a besoin de 78 milliards de francs guinéens. Sur la question, le président du comité explique la politique de mobilisation des ressources. Le premier point, donc budget national, le BND, j'ai fait une demande dans mon budget initial 2018. Il y a un apport de l'État à ce sujet. Et puis parmi nos partenaires, les Américains ont été les plus réactifs. Un apport substantiel pour aider le ministère de la Justice à lutter contre toutes les formes d'atrocité, une forme d'impunité. Et dans ce cadre-là, il y a un budget qui est prévu pour ce procès. Cet argent est isolé à l'ambassade américaine actuellement. Ensuite, il y a l'Union européenne. Ensuite, il y a les Nations unies. Concernant la sécurité des lieux et les parties au procès, le ministre Sako précise. La sécurité, comment sécuriser le lieu choisi, le bâtiment, mais également les différentes parties au procès, c'est-à-dire les magistrats, les greffiers, les victimes, les témoins, les accusés, les membres du comité, notamment l'état-major qui est présent et le ministère de la Sécurité, se sont exprimés là-dessus pour dire que la problématique de la sécurité dépend aussi du site qui va être choisi. En septembre prochain, le comité promet de faire le point sur toutes les questions liées à l'organisation de ce procès. A rappeler que dans cette affaire, plus d'une dizaine d'accusés doivent comparaître. Un jugement attendu par plus de 400 personnes constituées partie civile dans cette procédure. Dans l'actualité encore, pour faciliter la mobilité des populations de la capitale, le ministère des Transports vient de mettre dans la circulation un premier lot de 22 bus turcs. Cette action figure parmi les mesures d'accompagnement du gouvernement après le réajustement du prix du carburant à la pompe. Des dispositions sont envisagées pour la mise en place d'une société de transport public plus durable. Fodé Camara signe ce reportage. Sur les différentes artères de la capitale, aux heures de pointe pour se déplacer, il faut se bousculer dans des files indiennes. En ce mois d'août, mois des pluies diluviennes, pour soulager les usagers, une première vague de bus turcs est opérationnelle. Une ligne pilote est ouverte sur l'autoroute pour desservir l'axe Kaloum-Dapompa-Tamiso au tarif de 1000 francs par tronçon. Je peux dire que cela se pérennise parce que nous avons trop souffert. Aujourd'hui, je suis heureuse du lancement de ces bus. En amont, pour la réussite de cet exercice, des abribus sont rénovés et des panneaux de signalisation réalisés pour baliser les conducteurs. Des conducteurs qui savourent la reprise des activités après un chômage technique prolongé.
Notre relation, c'est bon pour nous. On a fait 9 mois, on n'a pas de travail, mais là, c'est de fête pour nous, nous le conducteur qui ne travaille pas là. Mais on a eu le boulot, on commence à aller. C'est bon pour nous là. Combien de fois le transport vient en Guinée ici, ça ne risque pas quoi. Mais là, nous, on a besoin d'avancer le transport comme ça. Sogetrag, Sogitrans, Sotragi, des dénominations de différentes sociétés de transport public dont les activités se sont soldées par les échecs. Pour sortir de ce statu quo, des précautions de maintenance et de gestion durable sont envisagées pour pérenniser ces 50 nouveaux engins et le reste du parc de bus de Matoto. La première des choses d'abord que nous faisons en sorte que l'État s'implique le moins possible dans la gestion quotidienne de ces bus. Nous avons essayé de mettre en place toutes les mesures qui étaient nécessaires pour que ces bus puissent être lancés, mais nous allons confier la gestion à nos partenaires turcs, et particulièrement la société Albarak, qui a un know-how, une certaine expertise dans ce domaine, une grande société turque, et je pense que ce serait la première garantie de succès, de pérennisation du fonctionnement de ces bus, donc de l'évolution de cette société. En moins de 2 mois, Conakry Express et les nouveaux bus turcs de grande capacité sont lancés pour faciliter la mobilité des populations de la capitale. À présent, une campagne de sensibilisation s'avère indispensable pour mettre ces différents moyens de transport à l'abri du vandalisme et d'autres actes inciviques. Des actions à encourager. C'est parti pour le mois de la forêt guinéenne, 30 jours en faveur de la restauration et de la protection des espaces verts. La campagne est lancée ce mercredi à Demoudoula. Environ 2500 plants ont été mis en terre par le département en charge des eaux et forêts. Mamadou Alphabal fait le point. Sa destruction a longtemps alimenté les débats dans la cité. La restauration du site écologique de Demoudoula se poursuit à petits pas. À côté de ces plants de 2017, 2500 jeunes plants de Mélina et de Tech sont mis en terre par le ministère de l'Environnement. L'opération marque le début du mois de la forêt guinéenne. Nous allons rebaser avec cette espèce parce que c'est une espèce à croissance rapide, c'est une espèce d'urgence pour corriger une situation. Donc aujourd'hui, il faut intervenir rapidement à Demoudoula pour restaurer le couvert végétal dans cette partie de Conakry. Demoudoula est une référence, une forêt qui était très riche en biodiversité, qui avait plus de 100 têtes de sources d'eau, mais malheureusement toutes ont disparu. Il y a une seule source d'eau qui existe aujourd'hui. Donc il est nécessaire de procéder à sa restauration, à son reboisement, pas seulement à cause du bois, mais à cause de sa fonction écologique. La forêt de Demoudoula, aujourd'hui à reforestation, s'étend sur plus d'une centaine d'hectares. Pour garantir un retour sûr et progressif des arbres et sauver sa rivière avec ses 157 têtes de source, un déploiement permanent des gardes forestiers est annoncé. Ce n'est pas normal qu'un site comme ça soit reboisé, soit abandonné. Et pour cela donc j'ai pris la décision d'installer une brigade de gardes forestiers ici. À partir de demain déjà, nous allons faire une petite construction d'un abri. Et ils vont être là en permanence, nuit et jour. Voilà, c'est le seul moyen de protéger la zone. Il ne s'agit pas de venir quand on est alerté pour venir de loger les gens, non, ça ne sert à rien. Et souvent en venant, vous trouvez que les arbres qui ont été plantés sont complètement déracinés. Donc c'est fini, c'est terminé, nous allons nous en occuper. Nous espérons que d'ici l'an prochain, il y aura beaucoup d'arbres qui vont pousser ici et nous allons veiller sur leur croissance. Le mois de la forêt guinéenne se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Durant ce mois, tous les citoyens sont invités à planter au moins un arbre pour renforcer notre patrimoine forestier et l'ensemble des écosystèmes qui le composent. Et puis, une bonne nouvelle dans ce journal, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique et la Direction générale de la Société des eaux de Guinée, SEG, informent les populations de Conakry de la fin des travaux de préparation, de réparation de la conduite principale qui avait subi un déboîtement le mercredi 25 juillet 2018 au kilomètre 36. En conséquence, la reprise de la desserte en eau potable de la ville est effective à partir de ce mercredi 1er août 2018. À cette occasion, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique remercie vivement le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son soutien.
Insémination artificielle bovine, une initiative présidentielle qui fait du schéma dans le pays profond. À Boké, le ministre de l'élevage vient de lancer une opération d'insémination au centre d'appui et de démonstration de l'élevage. Le reportage est signé de Sekou Souma. C'est parti pour le programme de l'opération d'insémination artificielle bovine. Le top départ a été donné ce mardi au centre d'appui et de démonstration de l'élevage de Boké. Il faut noter que cette opportunité que le président de la République, le professeur Alpha Condé nous donne, nous devons la saisir. Je m'adresse donc aux éleveurs de la région, aux éleveurs de la préfecture de Boké, pour que ce qui est en train de se passer aujourd'hui soit suivi. Suivi aujourd'hui, suivi demain et après-demain, pour que nous puissions moderniser notre élevage. Cette opération d'insémination artificielle bovine est l'une des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son initiative présidentielle d'appui au développement rural. Nous allons tenir cette initiative du président de la République avec les deux mains, parce que cette initiative est très bonne pour nous les éleveurs. Moi-même, je suis allé à une mission à Dakar. J'ai vu que l'idée du président de la République est très bonne. La réussite d'un tel programme d'insémination artificielle ne pourrait être atteinte sans une forte volonté des acteurs bénéficiaires, c'est-à-dire vous, et un accompagnement technique constant de nos services, je veux dire, du ministère de l'élevage. Dans la logique de modernisation du secteur de l'élevage et de protection du bétail, l'opération d'insémination artificielle bovine va s'étendre dans les jours à venir aux autres régions du pays. Le réseau confessionnel sanitaire chrétien de Guinée à l'offensive contre les épidémies. Le réseau vient de valider un nouveau plan stratégique de développement. Ce plan a identifié toutes les grandes actions à entreprendre dans les 5 prochaines années. Tierno Maroufouba, Maïmouna Belayalo. L'épidémie d'Ebola qui a touché la Guinée de 2014 à 2016 a permis de révéler quelques faiblesses du système sanitaire. Parmi ces faiblesses, le manque de capacité de détection précoce et de réponse rapide face aux situations d'urgence sanitaire. Le réseau confessionnel sanitaire chrétien de Guinée, créé à la fin de l'épidémie, s'est engagé dans des actions d'appui au programme de développement sanitaire du pays. Après 2 ans d'activité, un nouveau plan stratégique du réseau est élaboré et validé. Le plan stratégique va nous permettre de définir nos orientations, c'est-à-dire le problème la cause que le gouvernement est en train de défendre à travers le ministère de la Santé, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. Quelle serait la contribution de ce réseau? Le réseau confessionnel sanitaire chrétien, c'est un réseau qui réunit actuellement plus de 44 structures sanitaires. C'est des structures sanitaires confessionnelles, je dis bien confessionnelles. Alors ces structures sanitaires confessionnelles jouent les mêmes rôles, mais évoluent dans un secteur, le secteur qui est confessionnel. En Guinée, il y a des défis majeurs qui ont été révélés par le plan national de développement sanitaire, PNDS. Et l'un de ces défis, c'est la couverture sanitaire de l'ensemble de la population. Or, l'État a les moyens limités et qui fait que si l'État veut cette couverture, elle soit effective, elle doit faire recours à toutes les structures. Et c'est dans ce cadre-là que l'association, le réseau du moins de structures sanitaires confessionnelle chrétienne est une opportunité pour l'État. Ce plan réalisé grâce à l'appui de Catholic Relief Service va aussi servir de guide aux autorités sanitaires du pays. En élaborant un tel plan qui va s'inscrire directement dans les objectifs du plan national de développement sanitaire, cela pourra nous aider à avancer et avoir les objectifs qu'on s'est fixés dans le plan national de développement sanitaire. Leur plan stratégique va contribuer à améliorer ce qu'ils sont déjà en train de faire et
à l'atteinte des objectifs non seulement de la couverture sanitaire universelle. Ce tout nouveau plan stratégique de développement, validé par l'ensemble des membres du réseau, va permettre au RECOSAC Guinée, qui évolue partout dans le pays, de mieux accompagner les autorités sanitaires dans la prévention des épidémies. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a conféré avec les représentants de plusieurs ONG et coopératives. La démarche vise à amener les acteurs de la société civile au respect des dispositions légales, notamment la loi L013, une loi qui fixe le régime de fonctionnement des ONG. Mohamed Ami Kamara, reportage. 5000 organisations non gouvernementales et coopératives sont officiellement agréées en Guinée. Selon les autorités en charge des mouvements associatifs, presque la moitié est opérationnelle sur le terrain. Mais certaines d'entre elles ne sont pas conformes aux dispositions légales. Pour corriger ce dysfonctionnement, le ministre de l'Administration du Territoire rappelle à l'ordre. Il faut savoir qui évolue exactement dans l'idée, n'est-ce pas, du mouvement associatif et des ONG. Tout détenteur d'un agrément a comme premier article de son agrément, nous sommes apolitiques et cela est clair chez tout le monde. Cette loi donc, nous avons ensemble relu les articles principaux. Pourquoi nous l'avons fait? C'est parce que nous nous rendons compte que de plus en plus, ceux-là même qui doivent défendre la loi et qui se réclament d'elle sont les premiers à la violer. Ce n'est pas normal. Certaines dispositions de la loi régissant ces associations sont violées, notamment la loi L013 qui fixe le régime des mouvements associatifs en Guinée. Ces responsables d'ONG et coopératives le reconnaissent et promettent de rectifier le tir avec l'accompagnement du département de tutelle. Nous nous trompons souvent de mission. La question a été posée. Une ONG est censée être un appui au développement, aux efforts du gouvernement pour aider les populations. Monsieur le ministre nous a rassuré que ce n'est pas un refus de ne pas donner d'agrément aux ONG. Non, il faut répondre, il faut que les dossiers soient étudiés. Il nous a fait savoir qu'il y a des ONG qui n'ont même pas de siège. Il y a des ONG qui ont de l'agrément, c'est-à-dire des ONG qui ont un objectif ici, mais de façon cachée, ils ont d'autres objectifs. Donc, par rapport à ça, il interpelle à toutes les organisations, associations, ONG, et réellement de respecter la loi. Au terme de cette rencontre, ces responsables d'ONG et coopératives sollicitent du département la tenue régulière de ce genre de rencontres entre les mouvements associatifs et l'administration publique. Dans l'actualité encore, lancement ce mercredi à Conakry de la formation de près de 800 jeunes filles et femmes dans les filières de la couture, de la broderie et de l'informatique. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale à travers la Direction générale des centres d'autonomisation et de promotion des femmes. Il s'agit de soustraire les femmes de la pauvreté. Les bénéficiaires saluent les actions du chef de l'État en faveur de la couche féminine. Mohamed de Camara, reportage. L'autonomisation des femmes est l'une des principales recommandations de la lettre de mission du Premier ministre adressée au département en charge de la promotion féminine. Pour la matérialisation de cette politique sur le terrain, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance lance la formation de 500 jeunes filles. Ces apprenantes viennent des CAPF de Fria, de Debreka, de Kaloum et de Cameroun. Elles bénéficieront de séries de formations dans les filières de broderie, de tissage des perles, de la couture et en informatique de base. Je puis vous traduire toute ma satisfaction devant une si importante initiative qui s'inscrit dans la perspective de l'autonomisation socio-économique de la femme guinéenne. Au regard de la diversité de l'origine des apprenantes ciblées par la formation multisectorielle dont nous lançons les bases aujourd'hui, je peux affirmer que la présente initiative est en parfaite harmonie avec la vision de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette initiative de promotion des centres de métiers pour femmes bénéficie de l'appui de certains partenaires du ministère. Aujourd'hui, je suis un partenaire de ce centre parce que avec notre volet informatique, on a un volet caritatif également. Nous comptons offrir 150 ordinateurs pour équiper les différents centres d'autonomisation qui sont à l'intérieur du pays. En plus de l'équipement,
nous allons apporter l'expertise au niveau de la formation. Nous allons appuyer les centres dans le cadre de leur formation, de la formation des 200 jeunes filles. Ça, c'est le premier volet. Et par rapport à leur employabilité, nous-mêmes, on a besoin de recruter des jeunes filles dans notre structure. Cette cérémonie de lancement des formations présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, réaffirme l'engagement du gouvernement à rendre autonome le maximum de jeunes filles et femmes déscolarisées et non scolarisées du pays. Le professeur Alpha Condé a demandé à ce gouvernement de travailler activement à l'amélioration des conditions de vie à la base, laquelle amélioration ne peut passer, entre autres, que par l'autonomisation des femmes. L'autonomisation, c'est un programme qui doit permettre à chaque citoyenne de se prendre en charge. Parce que les temps sont révolus où l'État est employeur de tout un peuple. Parce que les moyens sont limités pour que l'État se charge de tout le monde. L'autonomisation des femmes, votre ministre l'a dit, est une priorité pour ce gouvernement. Des moyens ont été déployés, aussi bien par nos partenaires au développement que par le gouvernement guinéen, de manière à permettre que ce programme puisse très rapidement rendre autonome des milliers et des milliers de femmes et de jeunes filles de ce pays. Ce genre de formation a déjà permis de soustraire de la pauvreté 300 jeunes filles issues des milieux défavorisés de Conakry et de l'intérieur du pays. Les résultats du baccalauréat session 2018, on en parle dans ce journal. Le faible taux de réussite alimente les débats pour la zone spéciale de Conakry. La commune de Matam a enregistré le plus faible taux d'admis. À la direction communale de l'éducation, une étude approfondie de ces résultats est en cours pour tirer les leçons et préparer la prochaine rentrée des classes. Mamadou Salioba, Mamaïsata Kamara, reportage. À Matam, plus de 21 000 candidats sont admis au baccalauréat, soit 20,58% de réussite. Ce résultat est jugé faible par rapport aux années précédentes. À la direction communale de l'éducation, l'heure est à l'analyse de la contre-performance. Déjà, nous sommes en train d'analyser les différents rapports pour nous permettre de faire un diagnostic réel. Savoir effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il faut corriger. Avant de tirer les leçons de l'échec du baccalauréat, une idée revient dans les rapports. La succession de débrayages qui a marqué l'année scolaire est sur toutes les lèvres. Les grèves répétées ont impacté les résultats, il faut le dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cours de rattrapage. Nous avons rattrapé des cours, n'est-ce pas? Mais il y a une certaine psychose au niveau des enfants, n'est-ce pas? Il faut rattraper rapidement, pour l'examen est là, n'est-ce pas? Pendant toute la grève là, les enfants étaient dans un dilemme, on fera le bac, on fera les examens, on ne le fera pas. Donc il n'y a pas une stabilité psychologique au niveau des enfants. Donc ça ne peut pas ne pas impacter. Ça a impacté. C'est pourquoi donc il faut tout mettre en œuvre pour éviter ces grèves là pendant, n'est-ce pas, l'année scolaire. Sur le plan national, le taux d'admission est de 26,04%. Dans la zone spéciale de Conakry, la commune de Matam a enregistré le plus faible taux d'admis. Comment rebondir et renouer avec le succès, c'est le défi que le personnel d'encadrement scolaire doit relever. À la Cour des comptes, 17 magistrats, conseillers, récipiendaires et auditeurs viennent de suivre une formation en français administratif. L'idée est de faciliter la bonne circulation de l'information et la qualité de la prestation publique. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Habib Kiam. Le français administratif, c'est le langage transmis à ces jeunes magistrats de la Cour des comptes. Une nouvelle expérience de 3 semaines acquise auprès des techniciens d'Expertise France. Contrairement aux habitudes, la remise de diplômes tient compte de la valeur intrinsèque de chaque récipiendaire. Il y a 2 ans, le ministère de la fonction publique et Expertise France se sont engagés dans cette politique de simplification du langage administratif.
Entre autres attentes, renforcer le français des rédacteurs qui assure dans tous les services la bonne circulation de l'information et la qualité de la prestation publique. Et l'on s'attend désormais à ce que l'administration publique guinéenne, dans son ensemble, suive ce bel exemple de la Cour des comptes en adoptant un style rigoureux, clair et respectueux de l'usager, accessible au plus grand nombre. Après 3 ans de loyaux services rendus à la Guinée, colonel Roland Briand, chef de mission de coopération de défense près de l'ambassade de France en Guinée, est élevé au grade d'officier de l'Ordre national de mérite. Une distinction qui a tout son sens pour le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Au nom du président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, et à mon nom personnel, je félicite le récipiendaire pour sa décoration bien méritée, tout en le remerciant pour l'importance des services rendus à notre armée au nom de la grandeur de l'amitié et de la coopération avantageuse qui lie la France à la République de Guinée. Depuis un mois, la Guinée connaît une crise sociale qui affecte négativement la vie des populations. Une impasse engendrée par le réajustement des prix des hydrocarbures. La CONASOC invite tous les acteurs de la vie sociopolitique, notamment le médiateur de la République, le Conseil économique et social et toutes les bonnes volontés à tout mettre en œuvre pour un dénouement heureux et rapide de la crise pour faciliter la mobilité des citoyens et de leurs biens. La CONASOC, pour sa part, s'engage et rassure le peuple de Guinée qu'elle mettra tout en œuvre conformément à sa mission pour participer efficacement à une solution heureuse à cette crise. À présent, l'actualité internationale en bref. En image, le Congo avec le retour de Jean-Pierre Bemba. À Dubaï, un robot attire les curieux dans un restaurant. Voyons tout cela avec Tierno Ousmane Diallo. En RDC, Jean-Pierre Bemba est de retour pour la présidentielle. L'ex-chef de guerre et vice-président arrive à Kinshasa pour son retour après 11 ans d'absence en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba compte présenter dès jeudi sa candidature à l'élection présidentielle. À Harare, dans la capitale zimbabwéenne, un mort a été enregistré dans les manifestations post-électorales. Des soldats auraient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui manifestaient pour dénoncer des fraudes présumées lors des élections de lundi. Au Mexique, une centaine de passagers d'un vol Aéromexico ont survécu hier mardi au crash au décollage de leur appareil dans le nord du Mexique. Mais la plupart ont dû être hospitalisés pour des blessures, dont 2 dans un état grave. Au Texas, les autorités ont retrouvé un requin qui avait été volé 2 jours plus tôt dans l'aquarium de la ville de San Antonio. Des images de vidéosurveillance montrent un homme volant le requin dormeur cornu, Miss Helen, de son aquarium. Le petit requin a été déguisé en bébé puis caché dans une poussette. Selon la police, le voleur était tout simplement un passionné des requins. Dans le restaurant Drink and Space Magic à Dubaï, c'est un robot appelé Ruby qui sert des plats indiens et chinois aux clients. Ce robot peut travailler sans interruption de 7h à 2h du matin, attirant les curieux qui affluent pour prendre des photos du spectacle. C'est très génial. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.